Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà posé la question, comment une particule aussi minuscule qu'un virus peut-elle mettre à mal un organisme aussi complexe que le nôtre? Aujourd'hui, on va retracer son parcours, de l'instant où il nous touche jusqu'à la bataille finale qui se livre au plus profond de nous. C'est un véritable voyage au cœur de notre propre biologie. Alors, pour commencer, c'est quoi un virus, au juste? Eh bien, il faut l'imaginer comme une sorte de pirate biologique. Un pirate minimaliste qui n'a pas les outils pour se multiplier tout seul. Il est donc obligé de s'introduire dans nos propres cellules et de détourner leur machinerie pour pouvoir faire des copies de lui-même. C'est pour ça qu'on dit que c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Et ça nous amène à la question centrale de notre exploration. Comment une particule aussi simple, presque inerte, arrive-t-elle à orchestrer une prise de contrôle aussi sophistiquée de notre corps? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble, étape par étape. Pour y voir plus clair, on va décortiquer ce processus en 5 moments clés. D'abord, d'où viennent les virus? Ensuite, comment ils font pour entrer? Puis, comment ils se propagent et choisissent leur cible? Quelle est l'issue du combat? Et enfin, comment notre corps riposte? Allez, première étape, les origines. Avant même de nous infecter, un virus existe quelque part. Il a une source. C'est ce qu'on appelle, en biologie, un réservoir. En gros, on peut identifier 3 grands types de réservoirs. Le plus courant, c'est nous, les humains. Mais les virus peuvent aussi provenir des animaux. Dans ce cas, on devient ce qu'on appelle un hôte accidentel. Et parfois, il y a un intermédiaire, comme un moustique, qui va transporter le virus d'un hôte à un autre. Et pour que ce soit bien concret, regardez ces exemples. La rage se transmet par la morsure d'un animal infecté. Le hantavirus, lui, peut être transmis par de simples poussières contaminées par des déjections de rongeurs. Une piqûre de moustique, et c'est la dengue qui peut nous atteindre. Et puis, il y a ces cas fascinants de virus qui, à l'origine, étaient chez les animaux et qui ont muté, qui se sont adaptés pour passer à l'humain. C'est le cas de la grippe, du VIH ou des coronavirus. Très bien. Le virus a donc quitté son réservoir. Maintenant, la question c'est comment franchit-il nos défenses? Comment trouve-t-il une brèche pour entrer dans notre corps? Pour s'infiltrer, le virus a, disons, 2 grandes autoroutes. La plus commune, c'est la transmission horizontale, d'une personne à une autre via des contacts ou des vecteurs. Mais il y a une autre voie, beaucoup plus intime, la transmission verticale, qui se fait de la mère à son enfant. Si on se concentre sur la transmission horizontale, il y a 3 portes d'entrée principales. La première, c'est la voie respiratoire. On inspire des gouttelettes infectées. La deuxième, la voie gastro-intestinale. On ingère de l'eau ou de la nourriture contaminée. Et enfin, le virus peut passer par des failles dans notre armure extérieure, la peau et les muqueuses, via une coupure, un contact sexuel ou même une transfusion. Ça y est, le virus est à l'intérieur, la brèche est faite. Mais la guerre ne fait que commencer. C'est la phase de la conquête. Comment le virus se déploie et choisit ses cibles? Ce qui est curieux, c'est qu'au début, il ne se passe rien, en apparence. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est le délai, parfois long, entre le moment de l'infection et l'apparition des premiers symptômes. Mais attention, silence ne veut pas dire inaction. Le virus, lui, travaille. Et cette période d'incubation peut varier énormément. Pourquoi? Eh bien, c'est souvent une question de logistique pour le virus. Pour un virus respiratoire comme le VRS, qui se multiplie directement là où il est entré, dans les voies aériennes, ça ne prend que quelques jours. Mais pour le virus de l'hépatite B, qui doit faire un long voyage jusqu'au foie, ça peut prendre des mois. Une fois qu'il s'est multiplié une première fois, le virus adopte une stratégie. Soit il reste sur place, au point d'entrée, et on parle d'infection localisée. Soit il se lance à la conquête de tout l'organisme en empruntant le sang, la lymphe ou même les nerfs. Là, c'est une infection systémique. Mais alors, comment le virus sait-il où aller? Comment choisit-il sa cible? C'est grâce à un concept clé, le tropisme viral. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est toute simple. Imaginez que le virus a une clé à sa surface et que nos cellules ont des serrures. Le virus ne pourra entrer que dans les cellules qui ont la bonne serrure. C'est pour ça que le virus de la grippe s'attaque aux poumons et pas aux cellules de la peau par exemple. On arrive maintenant à un moment décisif, l'issue de l'infection. Une fois que la bataille est bien engagée entre le virus et notre corps, que se passe-t-il? Le virus est-il un simple invité de passage ou s'installe-t-il comme un résident permanent? En fait, l'histoire peut prendre 2 directions complètement différentes. Le premier scénario, c'est l'infection transitoire. Notre système immunitaire gagne, éradique le virus, et en plus, il garde en mémoire comment le combattre pour la prochaine fois. L'autre scénario, c'est l'infection persistante. Là, le virus réussit à échapper à nos défenses et reste dans notre corps pour toujours. Et même quand le virus s'installe, il a plusieurs manières de le faire. Il y a la latence, un peu comme les virus de l'herpès. Le virus est endormi dans nos cellules, mais il peut se réveiller de temps en temps. Et il y a l'infection chronique, où le virus ne dort jamais vraiment. Il continue de se multiplier, doucement mais sûrement, comme le font les virus des hépatites B et C ou le VIH. On termine avec la partie la plus surprenante, presque paradoxale de cette histoire. Le combat lui-même. Et surtout comment nos propres défenses, en voulant nous protéger, peuvent parfois causer plus de dégâts.
Et là, attention, c'est un point absolument essentiel. Bien souvent, ce n'est pas le virus directement qui nous rend malade, c'est la violence de la réponse de notre propre corps. Les éruptions cutanées, les douleurs, ce sont souvent les débris de la bataille entre nos anticorps et les virus. L'exemple le plus frappant, c'est l'hépatite virale. Ce n'est pas le virus qui détruit les cellules du foie, ce sont nos propres cellules tueuses qui, pour éliminer le virus, détruisent nos cellules infectées. C'est une sorte de politique de la terre brûlée. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale un peu vertigineuse. Si notre propre système de défense est à l'origine d'une bonne partie des symptômes, la frontière entre l'ennemi et l'allié devient tout de suite beaucoup plus floue. Une maladie virale, ce n'est pas seulement l'histoire d'un envahisseur. C'est l'histoire d'une relation complexe, et parfois autodestructrice, entre un virus et son hôte.